Comment je fais? Bah, je travaille beaucoup. Je Placé. pense pas que moi, par exemple, j'ai besoin d'un site, je dis à l'IA, vas-y, fais-moi un site internet. Non, parce que je pense que les gens sont des feignants. On l'a perdu, je vais lui resservir une petite douceur. Ça me percute violent, quoi. Je le sens que c'est pas bon. Tu vois. Et là, t'en as un deuxième qui arrive. Ah bah j'étais pas là, on en refait un. Ah, t'es enculé. Bah j'achète un billet, tu vois. Et je loupe l'avion, j'arrive à l'aéroport. Bah c'est pas grave, je repaye le billet. 2 fois plus cher, mais c'est pas grave. Tu vois, je veux plus que l'argent soit un problème en fait. Ok. Bon, et ben voilà. On y est. Déjà, On on y va est. trinquer Ouais. pour la première. Tienne, santé. Bon, mon Louis, Mon cher Benoît. tu vas nous expliquer un petit peu ton idée de génie Alors, bah de écoute, cette émission. déjà, merci à toi d'être là. C'est un plaisir. Je fais mon devoir. L'idée du sans pression. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que la rencontre entre des entrepreneurs, des mecs qui ont monté des boîtes, des mecs qui ont envie de partager à la fois leur passion du business et aussi leur envie de se fendre la gueule. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a monté donc le sans pression, puisque la pression, mieux vaut la boire que la subir. Voilà, Ouais, et puis l'idée, c'est de parler sans pression, surtout. voilà, c'est ça. Donc on va parler sans pression business. Donc là, c'est le premier épisode. On va déjà se présenter. On a introduit brièvement le concept. Vous verrez que ça va plutôt prendre forme au fur et à mesure. On va inviter des gens, des mecs qui ont déjà monté leur boîte, qui ont déjà connu plus ou moins de succès dans le business. Mais bon, c'est histoire de faire parler aussi tout le monde. Et puis voilà, grosso modo. Hein. Donc là, on va se présenter un petit peu le parcours. Moi, j'ai prévu quelques questions. Toi aussi. Yes, tout à fait. Déjà, je vais vous présenter Benoît très brièvement. Voilà. Benoît qui est un ami. Donc Benoît, du coup, qui a monté 2 boîtes. Donc une en e-commerce qui compose. Compose, ouais, c'est ça. Et le Carlet, un magnifique établissement, bar à cocktail de renom, le meilleur de Bordeaux. Bien sûr. Vous invite à tous venir Bien d'ailleurs, évidemment. Donc c'est là où on va tourner. Donc moi, la première question, et un peu l'idée que j'avais pour démarrer, c'était on a tous déjà eu l'envie, je pense, tous les mecs, au moins une fois dans leur vie, se sont dit, en soirée un peu beurré avec un pote, putain, on va monter un bar. C'est ça. Bah, moi, je l'ai fait, mais je t'ai beurré aussi, peut-être. Mais Alors la réalité, du coup, c'est quoi? Comment ça se passe? c'est beaucoup de fatigue. C'est l'envers du décor. Après, il y a beaucoup de plaisir aussi. L'idée déjà, comment j'en suis arrivé à monter le bar, ça a été un peu la suite logique. Si tu veux, moi, je suis barman depuis. J'ai vraiment un parcours dans l'hôtellerie à l'étranger, mais toujours alors pas au bar au départ, mais vraiment en relation clientèle, etc., à la réception, etc. Donc voilà. Et après, en revenant des pays où j'ai vadrouillé, je suis arrivé sur Bordeaux. Et là, je me suis formé dans ce monde du bar, etc. Et voilà, et la suite logique, après avoir fait plusieurs établissements en tant que barman, ça a été, je pense que beaucoup de barman suivent un peu ce parcours, c'est de se dire, je vais monter mon bar, quoi. Voilà. Pour le Carlet, pourquoi ici? Il n'y a pas eu de... Parce que souvent on me dit comment tu as fini ici au quartier des Bassins-Flots, etc. Parce que c'est un quartier qui se développe, on pourra en parler un peu après si tu veux, mais moi, je n'ai pas fait d'études de marché. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Bordeaux, comme dans toutes les grandes villes, beaucoup de grandes villes, il n'y a plus de licence 4. Donc la licence 4 te permet de vendre... Explique un peu licence 4 et tout. Okay. La licence 4 te permet de vendre de l'alcool fort sans manger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux un cocktail ou un whisky, etc. C'est le vrai débit de boisson, quoi. Ouais, c'est un débit de boisson, voilà, licence 4. Après, tu as la licence 3 qui te permet de vendre vin et bière sans manger. Genre les restos? Non, pas les restos. Les restos, ils vont avoir une licence petite ou grande restauration qui te permet de boire aussi une bière, un alcool fort, etc. Par contre, il faut que tu manges. Ok, ouais. Un vrai plat, ok. pas des cacahuètes. Ouais. Genre un truc qui tient au corps, quoi. Ouais. Et donc voilà. Et donc beaucoup de les bars vraiment à cocktail, débit de boisson, ils ont la licence 3 ou la licence 4. Licence 3, ça va être peut-être des chaînes de grosses structures pour des bières, etc. Ou les bars à vin. Et après, licence 4, tu as les bars à cocktail, voilà. Okay. Et donc moi, pourquoi j'ai fini au Bassin-Flots? Parce que l'annonce du bar, je l'ai trouvée sur le Bon Coin. Tu vois, c'est con, mais j'ai trouvé en fait un mec qui vendait un bar à vin. On a racheté un fonds de commerce qui était un bar à vin. Et le mec, dans son annonce, avait marqué implantation de licence 4 possible, accord du préfet. Donc en fait c'est ça qui m'a interpellé. Parce qu'avoir une licence 4 sur les grandes villes, Bordeaux, Paris, Lyon et d'autres, il n'y en a plus en fait. C'est la mairie qui délivre une licence. Et donc il n'y en a plus, ils n'en font plus. Et là, il y avait l'accord en amont du préfet.
Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, Ouais, mais je ouais. ne connaissais pas du tout ce quartier. Tu vois. Ouais. Donc après, on a entrepris toutes les démarches d'obtention de licence. C'est un enfer. Hein, Ouais, c'est un une parcours, purge. Ouais, c'est vive la France, 3-4 hein, de mois. toute façon. C'est 3-4 mois de démarches administratives. Tu vois, tu engages des frais, tu n'es pas sûr de l'avoir, etc. Mais il faut répondre, je pars un peu dans le détail, mais il faut être dans une zone non protégée en fait, pour implanter une licence 4. Et une zone non protégée, c'est être à plus de 100 mètres d'une église, d'une école, d'un cimetière, d'un hôpital, etc. Ok. Le quartier, étant donné qu'il était en développement, on répondait à tout ça. Donc le préfet accordait ça. Ok, d'accord, je vois. Voilà. Donc Ok. on a racheté un bar à vin, fonds de commerce, et on a implanté la licence. Ok, c'est la notion de zone protégée qui me fait marrer, j'imagine. Genre, on va éloigner les poivreaux, tu sais. Genre. Ouais. Non, Bon, après, les centres-villes, on sait qu'il n'y en a plus parce que tu as des bars tous les 10 mètres, tu as des restos tous les 10 mètres, tu as forcément des écoles, des hôpitaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils n'en délivrent plus. Mais, donc voilà. Donc la suite logique, ouverture du bar, et ça fait 5 ans maintenant, le Carlet. Alors c'est vrai qu'on n'a pas précisé quand on exposait un peu le concept aussi. Ouais. Donc en fait, sans pression, voilà, on va parler business sans pression, en buvant des pressions notamment. Et l'idée, c'est un peu de se chagriner quand même, de finir bien. Puisque c'est comme ça qu'on peut vraiment être sans pression, finalement. Voilà, l'alcool va faire parler aussi, quoi. Donc là, nous, on se connaît, on a l'habitude, on est un peu des super tankers, hein, on est des piliers de bar, donc nous, on va pas être trop chagrinés, mais j'espère que demain, quand on recevra du monde, on arrivera un peu à les faire tousser quand même. Donc ouais, du coup, ton installation, finalement, ça a été comme ça. Alors, ton parcours en amont, parce que toi, je sais, donc, on a tous les deux fait la Chine. Ouais. Toi, tu y es resté longtemps. Ouais. Mais en fait, tu as fait plein de trucs là-bas. Je sais que tu as été prof de boxe. Ouais. Tu vois, et en fait, Tu fais plein de trucs. comment tu arrives à faire bartender, tu vois, genre, Ouais, en fait, tu fais plein de choses quand tu es à l'étranger parce que moi, je suis parti quand j'avais 20 ans en Chine, à Pékin, avec un pote à l'époque de ma classe. Donc, on était parti avec un organisme français quand même qui nous a aidés à trouver le logement, l'école, etc. pour apprendre le mandarin. Et donc, la première année, étude du mandarin, on a profité aussi de la vie de là-bas, etc. Et puis, la deuxième année, tu comprends un peu plus comment ça fonctionne. Donc, j'ai fait une deuxième année de mandarin où là, je me suis débrouillé tout seul pour me réinscrire à l'école, pour me trouver un autre logement, etc. Parce que forcément, l'organisme, il prend ça comme là-dessus. Donc, je suis passé après en direct sur la deuxième année. Et après, la troisième année, c'est là où j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai commencé par, comme beaucoup, donner des cours de français. Là-bas, tu ne peux pas dire je vais être serveur, c'est pas possible. C'est compliqué au niveau du salaire et au niveau du mandarin. Il faut pouvoir quand même, tu vois. pouvoir vivre là-bas. C'est pas un pays anglophone où tu peux parler anglais. Voilà. Donc voilà, troisième année, j'ai commencé à travailler. Puis la quatrième année, j'ai commencé à rentrer vraiment. J'ai commencé à faire j'ai repris des études un peu dans l'hôtellerie. Et donc, je suis rentré dans une structure, c'est un appart-hôtel qui s'appelait Lanson Place, où là, donc j'étais à la réception, superviseur de réception, et je m'occupais de la relation entre la clientèle qui était essentiellement occidentale et le staff qui était chinois en fait. Donc j'avais un super taf, c'était cool parce que j'étais l'intermédiaire un peu genre interprète. Tu vois, ils avaient un problème dans leur logement. C'est toi ils venaient me voir, je transmettais, tu vois. Donc c'était cool. En plus, c'était un appart-hôtel très très haut de gamme à Pékin. Donc en vrai, c'était super, c'était cool. Ouais. Donc voilà, et là j'ai commencé à mettre un pied dans l'hôtellerie, mais j'étais pas au bar, mais j'aimais bien ce milieu déjà, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas les compétences pour être au bar, etc. Donc voilà, l'hôtellerie. Et puis après, rapidement, après la Chine, je suis parti un premier 6 mois en Australie, bosser, rien à voir, hein, j'ai bossé dans les jardins, faire de l'entretien d'espaces verts et tout. Après, je fais un road trip, je suis rentré, je suis reparti au Canada, mon frangin il est au Canada, où là j'ai travaillé pendant 1 an vraiment service clientèle, toujours pareil, toujours service clientèle, en salle de sport, belle salle de sport et tout. Et je suis reparti en Australie, 6 mois. Et après j'ai dit bon, on va rentrer quoi. J'avais vraiment ce besoin de rentrer. Ça faisait un moment parce que la Chine, j'ai fait 6 ans. Et après, j'ai fait 1 an en Australie, 1 an au Canada. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis originaire de Paris. Paris, j'avais du mal à vouloir revenir sur Paris. C'était compliqué. Et j'avais un ami d'enfance qui, lui, entre-temps, s'était installé sur Bordeaux. Il m'a dit, écoute, viens voir à Bordeaux et tout, c'est sympa. Et donc, au départ, j'ai été logé chez lui et tout. Et puis, voilà, j'ai commencé à bosser, à travailler. Donc, quand je suis revenu à Bordeaux, j'ai
continué de travailler service client, etc. Et là, par contre, je suis parti en formation à Barcelone, bar, où là, tu apprends toutes les techniques de bar, les plus grandes recettes de tous les grands classiques, etc. Et ensuite, quand je suis revenu sur Bordeaux, là, j'ai lancé pas le carnet, mais j'ai commencé à bosser dans les bars en tant que barman. Voilà. Et là, j'ai enchaîné pas mal de structures. Et puis, je ne sais plus après combien d'années, plusieurs années, là, j'ai eu l'opportunité du carnet. Si tu veux. Voilà. Nice. Donc, hôtellerie, bar et voilà. Et bar. Et bar. Et vraiment bar. Ouais, ok, d'accord. Et aujourd'hui, je suis moins derrière le bar, mais ouais, parce qu'après, tu es plus dans la gestion. Mais bon, c'est très bien. Parce qu'on vieillit, tu vois. Ouais, et puis putain, c'est vrai que pour maintenant fréquenter un peu, grâce à Benoît notamment là sur Bordeaux, des mecs un peu du monde de la resto et du bar, c'est quand même pas des métiers de feignasse. Non. Vous en mettez dans la gueule. Oui. Oui. Ouais, c'est pas des. Ouais, c'est la difficulté. On va dire, c'est un peu les choses, pas les contraintes, mais ouais, c'est des métiers où physiquement c'est ça, c'est couvrir son bar sur le papier, c'est sympa, mais c'est chaud, ce que je dis parce que c'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure, l'intro de c'est un rêve. C'est vrai que c'est le rêve de beaucoup d'hommes d'avoir son bar, mais l'envers du décor, c'est pas. Ouais, c'est une purge, quoi. Bah ouais, parce que bon, toi, tu viens faire la fête un soir, 2 soirs dans la semaine, mais tous les soirs quand tu finis à 3h. Ouais. Ou toi, t'as pas fait forcément la fête, à boire des coups et tout. Un peu plein le cul. Tu vois, c'est un peu. Donc en fait, l'envers du décor, et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi la gestion, tu vois, au quotidien de l'établissement, et tout ça. Mais c'est pas facile, quoi. C'est ce décalage, en fait. Ouais. Après, la restauration, je sais pas trop, mais j'imagine que, tu finis peut-être pas aussi tard, mais ça doit bien taper aussi, quoi. Ouais. Ça doit bien crever. Autant je peux faire le bar, je peux être barman, je peux gérer, tu vois, la clientèle, tu vois, mais servir, moi, je pourrais pas. Ouais. Être serveur, je pourrais. Moi aussi, ça me casserait trop les pieds. Ouais. Mais après, c'est un métier honorable. Hein. C'est juste que je pense l'attente du client sur un plat, sur un repas, est plus exigeante que sur une boisson. Et puis, et puis le monde du bar, il y a un esprit cool. Ouais, c'est festif. Donc déjà, tu vois, c'est pas pareil. Que les mecs qui viennent à table, suffit qu'il a envie de faire le malin ou que ce soit un gros con, il va te parler comme si c'était son chien ou quoi. Tu vois. Moi, c'est plus ça que je pourrais pas encaisser, tu vois. Dans le boulot de serveur. Ouais, en tant que serveur, ouais. Genre me faire prendre pour. Et puis des fois, tu sers un plat, pour X raison, il n'est pas comme il le voulait, il n'est pas assez chaud, pas machin. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les serveurs en cuisine, souvent, ils se fusillent, ouais. Ils se prennent la tête. Parce que le serveur, il la ramène au cuistot, le cuistot, il lui engueule, tu vois. Donc c'est. Non, les serveurs, je pourrais pas. Ouais, moi non plus. Ça serait trop les couilles. Bon, en fait, même bosser aujourd'hui autrement que pour moi, je pourrais pas, de toute façon. Genre, je pourrais plus faire autre chose que. Je pense que ça dépend des conditions. Ça dépend de la liberté qu'on donne. Ouais, c'est ça. Si j'ai personne sur mon dos qui me casse les couilles. On en connaît. Hein. Je peux le faire, tu vois, mais sinon. Ouais. Donc voilà. Mais. Après, la vie d'entrepreneur, on en reparlera, mais c'est cool. Ok. Ouais. Bon, à mon tour, mon petit Louis, je t'en prie. De te poser une question. Je t'en prie. Mais alors, voilà, tu vas expliquer ton métier. Tu es dans le digital, etc. Moi, perso, de l'extérieur, je te le dis comme je le ressens. Pour moi, c'est un métier c'est l'incompréhension totale. Quand on me dit que je suis dans le digital, pour moi, ça veut tout et rien dire. Donc concrètement, c'est quoi? Je vois. Eh bien, écoutez, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, ça me semble dingue comme ça, mais bon, écoute, ça peut arriver. Moi, du coup, en gros, aujourd'hui, donc, je fais vraiment du marketing digital. Donc, je vais faire tout ce qui va être création de tunnels de vente, séquence emailing, tu vois. En gros, moi, mon objectif, c'est que tu as une activité e-commerce, par exemple, compose. Tu as besoin de clients. Moi, mon travail, ça va être de réfléchir avec toi à qui tu veux cibler précisément. Donc, le marketing, en gros, ça vient du mot market, marché. Qui est sur ton marché, qui sont les prospects que tu veux toucher vraiment, tu vois. Donc, une fois que tu as défini ton persona, qui tu veux toucher vraiment, là, on va commencer à se dire, OK, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses envies, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme truc pour le faire déclencher, pour le faire payer, tu vois. C'est ça l'objectif. On va prendre l'exemple de Compose, du e-commerce, vous adaptez ça avec ce que vous voulez, mais grosso modo, l'idée, c'est maintenant qu'on sait à qui on s'adresse, on va définir un message pour que ça lui parle. Ça, c'est les pubs. D'accord. Tu vois, on va paramétrer donc des campagnes publicitaires, ou en tout cas, on va réfléchir à un moyen de toucher ton prospect. 90% aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est des pubs sur Meta, Google, on travaille majoritairement là-dessus. On envoie les pubs. Le but, c'est que déjà, on réfléchisse au bon script de ta vidéo de publicité, tu vois. Il faut qu'en 5 secondes, parce qu'aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher, c'est l'attention. Tu vois, c'est vraiment ça aujourd'hui. Tout le monde est sur les réseaux en train de scroller. Le plus dur à avoir aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher, c'est l'attention, tu vois.
Et donc, nous, notre objectif, c'est que si on fait une pub, c'est qu'au bout de 3 secondes, le mec, il ait pu se dire « Ah, attends, ça m'intéresse, ça me parle. Ouais. » Il voit la pub, il clique. Il atterrit donc sur une page de capture. 90% du temps, c'est ça. Tu vois, l'objectif d'un tunnel de vente, c'est pas tout de suite de vendre, forcément. Ça va être surtout de récupérer de la donnée, de la data. Tu vois, ça va pouvoir être de réutiliser déjà le montant que tu as investi en pub pour pouvoir soit retargeter, donc retoucher ensuite les prospects, soit du coup renvoyer des campagnes email parce que tu auras réussi à capturer au moins l'adresse email de ton prospect et après tu vas le nourrir avec de l'info, du contenu. Tu vois, par exemple, toi tu fais des cocktails sur mesure prêts à boire. Et bah, ton prospect, ça peut être de lui dire écoute, 5 recettes de cocktails prêts à boire en 5 minutes que tu peux ressortir pour tes amis en soirée. Tu vois. Okay. Et là, par exemple, le mec il dit ah bah tiens, ça m'intéresse. Et tac, tu as gagné une adresse email. Et après, avec des séquences email, tu vas pouvoir lui dire écoute, si tu as envie de faire des cocktails maison faciles à faire en moins de 5 minutes, bah, prends les coffrets compose, c'est livré chez toi, tu n'as plus qu'à faire à ajouter 2-3 ingrédients. C'est toi et boum. C'est toi le chef, tu vois, c'est toi le non, bartender. c'est surtout toi le relou qu'on reçoit des emails. Voilà, c'est toi le relou, exactement. Voilà, c'est tout à fait pub, ça. Toute la journée là. Exactement. C'est toi qui fais ça. Exactement, c'est moi qui fais ça. Donc en gros, l'objectif, c'est, tu vois, les emails, c'est un bon moyen de recontacter tes prospects. Ok. Là, il y a beaucoup d'argent à se faire grâce à des bonnes listes email. Pour faire grossir des listes email, il faut soit du bon contenu, soit des bonnes pubs. Ok. Donc ça, c'est le premier volet. Une fois que tu as eu ta page de capture, bah, après, ça peut être de faire une première offre. S'il y a vente, et bah, après, ça peut être une upsell, donc une vente additionnelle. Ouais. S'il refuse l'upsell, alors tu vas mettre en place une downsell. Donc il a dit non à ta première offre, et bah, tu vas lui proposer une deuxième, peut-être un peu moins chère. Okay. Et en gros, c'est tout ce parcours utilisateur-là que moi, je fais aujourd'hui donc au travers du marketing digital. Et après, beaucoup de création de sites web, forcément. Après, je travaille avec pas mal même de développeurs en Inde, tu vois, ce genre de choses pour faire du développement d'applications, développement web. Ok, tu fais des sites, après je peux en parler parce que tu as fait mon site internet, mais c'est vrai. Tu fais des sites aussi. Voilà, je fais aussi pas mal de sites web, notamment donc, avec WordPress. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, du coup, il n'y a pas besoin des développeurs pour lancer son agence. Grosso modo, si demain, n'importe qui veut se lancer, par exemple, dans le digital, il n'est pas obligé d'être développeur, full stack, JavaScript, CSS, HTML et tout ce que tu veux. Je sais pas ce que tu pas besoin de faire des langages compliqués. Genre, tu vas sur WordPress, tu montes un site web, tu peux déjà vendre ça à un client, quoi. Donc ça marche très bien. Genre, typiquement, ton site web, il est fait sur WordPress. Et pourquoi je l'ai fait là-dessus? Parce que toi, si tu as besoin de mettre les mains dedans, tu es capable de le faire, tu vois. Qu'il y a beaucoup de boîtes qui, avant, ce qu'elles faisaient du développement pur. Et en fait, elles prenaient leurs clients en otage. Et moi, vu que je déteste être engagé, on en parlait tout à l'heure, tu vois. Ouais. S'engager, parce qu'à la salle ou peu importe, tu vois, les abonnements, ça me casse les couilles. Et donc, en fait, j'aime pas tenir les gens en otage parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc, c'est pour ça qu'en général, je fais des sites ou en tout cas des prestats pour que mes clients ils puissent, s'ils veulent, reprendre les choses en main. D'accord. Donc, voilà, un peu dans l'idée ce que je fais aujourd'hui. C'était à peu près clair. Ouais. Tu vois à peu près je te redemanderai tout à l'heure, mais ça va mieux là, sur le moment. Non, mais je comprends, ouais. Ok. Est-ce que tu peux me dire rapidement, pour toi, une journée type, c'est quoi? Une journée type, ou alors si c'est trop condensé, peut-être sur une semaine, je ne sais pas comment tu t'organises. Non, moi en gros, mes journées type en ce moment, là, c'est. Alors du coup, j'ai un associé, Thibaut, avec qui donc, on a notre agence de marketing digital. Et en gros, moi, une journée type, ça va être déjà, je fais 4 heures de deep work. En gros, je me lève, on va dire, à 8 heures, grosso modo. Petit café, petit déj, tu vois, je vais peut-être me mater une vidéo un peu sur YouTube, tranquille, je me réveille peinard. 9 heures, je suis devant l'ordi. J'allume jusqu'à genre midi, 13 heures. Donc, je fais 4 heures de travail direct. Donc, soit je vais faire vraiment du travail pour moi. Donc, ça peut être par exemple de la prospection. Je vais trouver des prospects, je vais passer des coups de téléphone. Ou bien, ça va être plutôt l'autre côté, ça va être de l'opérationnel, c'est-à-dire que moi, je vais commencer à créer les tunnels de mes clients. Je vais passer des coups de téléphone aux prestataires pour suivre certains projets, tu vois, par exemple. Parce qu'il y a des projets, des gros projets clients, où là, on fait appel à des développeurs purs. Moi, c'est des compétences que je n'ai pas et qui me gonflent. Donc, du coup, je fais appel à des sous-traitants. Et là, du coup, je fais du suivi, gestion de projet, management, tu vois, genre, je fais en sorte que le projet il suive bien son cours. Donc, en gros, je me fais une session de 4 heures le matin. Je mange vite fait entre midi et 2. 14h30, je reprends le boulot. Là, je me remets en général 3 heures, tu vois. Et là, du coup, soit c'est encore une fois travail perso, soit c'est du travail client. Donc, opérationnel, suivi de projet, ou alors à nouveau prospection et création, on va dire. Après, 17h30, 18. Carlet, quoi. Ouais, je ralentis, carlet, tu vois. La première bière à 18 et puis c'est réglé, quoi. Non, après un peu de sport et tout, mais voilà, j'essaie de me faire au moins des grosses journées de 7 heures de taf pur, tu vois, où j'allume. Parce que je me dis, en fait, quand on est à son compte, on a la responsabilité de sa réussite.
Et tu vois, tous les mecs qui se disent je vais être entrepreneur pour rien branler, ça peut pas fonctionner comme modèle, tu vois. Si tu as vraiment envie de faire de l'oseille, je pense aujourd'hui, si n'importe qui se lance en tant qu'entrepreneur, c'est important de se mettre vraiment cette rigueur-là et de se dire, ok, n'importe quel salarié va faire des journées de 7 heures. Bah, moi, si j'ai la chance d'être à mon compte, bah, je dois bosser pour moi 7 heures. Tu vois. Sinon, tu perds ton temps. Minimum. Ouais. Ouais. Minimum. Bah, après, enfin, pour moi, le rêve ultime et l'objectif ultime, c'est de rien branler, bien sûr. C'est de moins travailler et puis pouvoir que ça complètement. vivre sans vraiment bosser. Après, là, moi, c'est qu'en ce moment, je prends vachement de Mais bon, kiff. t'es obligé de passer par là. Voilà, je suis obligé de passer par là. Et puis en ce moment, je Et prends encore du kiff 7 heures, à t'es prospecter. gentil, je pense. 7 heures, je suis gentil. Parce que Parce que des fois, j'allume bien plus que ça. Après, il y a un autre truc, moi, qui me gonfle un peu. Je sais pas si tu vois ce que c'est, la culture du hustle porn. Tu vois, genre, c'est les mecs qui sont là, ils sont tout le temps en train de te dire. Il y a plein de vidéos de mecs sur les réseaux, sur YouTube ou sur Insta. Ils vont t'expliquer, ouais, moi, je fais 200 000 euros par semaine. Parce que le matin, je me lève. J'en parlais hier avec. Tu vois, les mecs qui disent, ouais, il est 4 heures du matin, je me lève. Je commence footing 20 km, tu vois. Ensuite, je vais prendre une douche d'eau froide. Ensuite, méditation. Ensuite, je bois du kérosène parce que j'ai besoin d'aller vite et c'est ce que prennent les avions. Non, mais foutez de ma gueule. Genre, ça, c'est des trucs. Tu vois, c'est le hustle porn et je trouve ça complètement con, en fait. Tu vois. Ou alors, combien t'as gagné ce mois-ci ouais, voilà, les concours. Et toi, combien de... t'as Bon, bref. Après, donc, moi, ça me casse les couilles, tu vois. Donc, je considère 7 heures de taf pour moi, c'est bien. Si je dois en faire plus de temps en temps, mettre des coups de collier, ça me va aussi. Et il y a des jours où vraiment j'ai la flemme. Et là, ça va être Dragon Ball Z toute la journée. Et ça me dérange pas. C'est très bien. Ok, très bien, mon pote. Je vais enchaîner. Ouais. Comment t'en es arrivé là? À être dans le digital, voilà. Alors moi, j'étais pas vraiment. C'est quoi ton parcours un peu? Pas vraiment prédestiné à ça, même pas du tout en fait. On va pas se mentir. Moi, du coup, je viens d'un petit patelin, petite ville qui s'appelle Poitiers. Voilà. On l'embrasse. On embrasse. Et puis après, du coup, je suis parti à Avignon. Donc j'ai fait un bac STMG. Tu vois. Et puis après ça, en fait, j'ai fait donc une école de commerce, mais à Poitiers. Donc en fait, l'école était tellement naze, ils ont fermé. En fait, ils n'ont pas réussi à gérer leur budget. Donc t'imagines l'école de commerce que j'ai fait. Ils t'apprennent le commerce, ils ferment boutique, c'est chaud. Donc voilà ce que j'ai fait, tu vois. L'école rincée de ouf, mais ça m'a donné l'opportunité quand même de partir en Chine. Donc en fait, à la fin du cursus, on devait trouver un stage. Et en fait, moi, j'ai tous mes potes de classe, ils ont trouvé des stages pétés, genre Angleterre, machine à papier, photocopieuse, machine à café et tout. Moi, j'ai dit, c'est mort, fallait que je fasse les sous. Donc, en fait, j'ai trouvé un boulot en Chine. Et en Chine, ils ne voulaient pas de stagiaires, parce qu'ils considéraient que c'était voler du travail aux Chinois. Et en fait, c'est à cause de ça que j'ai dû créer mon statut auto, pour partir en la qualité de consultant. Et c'est comme ça que je pars pour faire ambassadeur de marque pour une maison de cognac. Et en fait, j'ai le boulot, je suis à l'époque en vacances avec des potes à Biarritz. Je trouve le truc sur l'étudiant.fr, j'appelle la responsable du marché français en Chine pour les cognacs et tout le bordel. Elle me dit, vous y connaissez un peu et tout. Je dis, bah ouais, moi j'ai mon grand-père qui a grandi à Bédénac, c'est à côté de Cognac, il a ses vignes du Nid Blanc et tout. Tu sais, je m'étais renseigné sur YouTube 3 vidéos avant. Elle me dit, putain, vous êtes exactement le profil qu'on recherche. Je dis, bah écoutez, j'arrive. Et je pars en Chine comme ça, mon pote. Donc après, je me suis quand même renseigné pas mal avant. J'ai regardé pas mal de vidéos sur la distillation et tout, parce que je voulais vraiment bien faire en arrivant. Ouais. Donc je fais 6 mois là-bas, je fais 7 millions de CA, d'euros, de chiffre d'affaires là-bas. Mais après, ça peut paraître beaucoup, mais en vrai, vu que les mecs, tous les clients, ils avaient soit 3 boîtes de nuit, 4 restaurants, 3 caves à cigares et 4 karaokés, quand les mecs ils passaient une commande, ça faisait tout de suite beaucoup d'oseille, tu vois. Et puis c'est le monde de l'alcool, c'est la Chine, les mecs ils sont blindés. Donc sur 6 mois, tu vois, ça correspond à peu près au truc. Surtout que c'était l'importateur exclusif de cette maison de cognac. Donc ça faisait sens, tu vois. Mais quand tu rentres en France et que tu dis ça, tout de suite on se dit, waouh, putain, solide quoi, le mec. Alors qu'en vrai, bon, j'ai fait mon boulot, j'étais content, j'ai bien bossé et tout. En plus, j'étais payé à la com, donc j'ai bien mangé, ça allait, c'était cool, tu vois. Mais par contre, tu payes de ta vie, hein, putain, genre. Ouais, ce que j'allais te dire, parce que là, je rebondis sur un truc, c'est balance-nous une petite anecdote, parce que la Chine, bah, j'y ai vécu, donc je sais comment les Chinois, ils c'est des alcoolos. t'accueillent. Regarde ta caméra. Non, ça continue de tourner là. Ok. Donc ouais, j'allais dire, raconte-moi une anecdote, parce que la Chine, voilà, j'y ai vécu, et je sais que les Chinois en général, quand ils savent t'accueillir. Ouais. Et là, j'imagine que sur des soirées, j'en sais rien, un peu conférence, machin, truc, cognac, t'es le seul occidental. T'es le seul blanc dans le bordel. Ils t'ont fait du mal, je pense. Et en gros, bah, du coup, j'arrivais en plus là-bas, donc j'avais 22 ans. Et moi, les gens avec qui je bossais disaient que j'en avais déjà 27, tu vois. Ils disaient que j'étais dans l'ambassadeur de marque de la maison de cognac et tout, donc ils me survendaient, tu sais, pour en fait. Ah, mais ils savaient que c'était pas vrai. Ils savaient que c'était pas vrai. Moi, les gens avec qui je bossais savaient que c'était pas vrai, mais au vu des clients, ils leur disaient, ouais, il a 27 ans, il est ambassadeur de marque, c'est un gars, il est costaud et tout. Ça allait que j'avais déjà un peu de barbe à l'époque, donc ça passait, tu vois.
Mais en gros, l'objectif de ma présence, c'était de valoriser donc l'importateur pour qui je bossais, tu vois. Ok. Tu vois, c'était pour faire style, ouais, on a fait venir un importateur. Pour l'image, quoi. Voilà, pour l'image. Et donc, du coup, tous les clients chinois voulaient m'être bien. Parce que pour eux, ils se disaient comme ça, j'ai un contact en France d'un mec important. Alors, j'étais personne. Ouais. Et donc, du coup, à chaque fois que j'allais là-bas, c'était. Alors, Alpha Apple, je sais pas si tu as connu. Ça, c'est le pire truc. Genre, je sais pas pourquoi c'est le souvenir, j'en ai deux, putain. Donc, déjà, une fois, je suis bleu métal. Mais métal. Je suis chaos technique. Ils viennent me voir et me disent ouais, Alpha Apple, tu vois. C'était ton prénom, ça? Non, c'était un verre. Tu vois, genre, tu vois les verres un peu à cognac. Ils t'en mettent un deuxième penché dedans. Ok, tu vois le délire. Et ils te le remplissent jusqu'à ce que ça s'apprête à attaquer le bord. C'est une moitié de pomme, tu vois. C'est une Alpha Apple en fait, tu vois. Ok. Et donc tu te mets genre un 15 centilitres de cognac sec, cul sec. Tu vois, comme paye, dans la gueule. Ouais, ok. Ah, j'en prends un. Ah, ça me touche, mais ça me percute violent, quoi. Je le sens que c'est pas bon, tu vois. Et là, t'en as un deuxième qui arrive. Ah, bah, j'étais pas là, on en refait un. Ah, t'es enculé. Donc, ça m'éclate et tout. J'étais cassé en deux. Et un autre truc aussi que j'ai pas aimé du tout, c'est dans le sud de la Chine. Et je fais une soirée comme ça. Et donc, t'avais pâte de poulet au piment, cuisse de grenouille au piment. Et tout ce que t'avais à boire, c'était du cognac. Ok. Ah, tu l'apprécies 2 fois le repas. À l'entrée, à la sortie, mon pote. Putain. Ouais, dur. C'était dur. Moi, ça me fait penser à une chose aparté avec. J'ai été à un mariage d'un pote, d'un pote à moi chinois, avec qui j'ai toujours contact et tout, pékinois et tout. Il m'a invité à son mariage. J'étais le seul occidental, tu vois. J'ai mangé. Hein. Ah ouais. J'ai vu la moitié du mariage. Ah ouais, non, c'est abusé. Hein. J'ai vu la moitié parce que il m'a déjà, sympa, tu vois, il m'a mis à la table. Ouais. Donc c'était dans un super hôtel et tout. Il m'a mis à la table avec les cousins, les cousines et tout ça. Et puis tu sais, il tourne au baijiu là-bas. Ouais. Tu vois. Et bon, déjà, c'est imbuvable. Ouais. Et t'as la maman qui vient te voir, tu peux pas refuser. T'as le cousin, il vient te voir, tu peux pas refuser. Ouais, c'est ça, t'as envie d'être poli, tu vois. Et du coup, et à un moment, je me rappelle, normalement, le baijiu, ça se sert dans un petit verre, tu vois. C'est, voilà. Et la maman, elle débarque, la maman du mari, elle débarque avec un verre à vin, mais plein. Et je dis, non, mais elle est pas sérieuse, quoi, tu vois. En plus, vraiment, juste l'odeur, c'est dur. Ouais. Et là, je bois, elle fait gambé et tout. Je le prends. Chiché. Moi de pognon. Et là, du coup, mais mec, j'ai terminé. Je suis parti aux toilettes, j'ai dormi dans les toilettes. Heureusement, ils étaient propres, c'est The Hotel, tu vois. Mais j'ai dormi, mais par terre. Ouais, KO. Et KO, et ils m'ont appelé. Mais en fait, j'ai vu la moitié, je te dis la moitié. Je suis retourné dans la salle, ils rangeaient les chaises. Pour donner une idée. Je suis de retour. Super. Ouais, c'est dur. Hein, mais bon, c'est compliqué. Tu peux pas dire non, quoi. Enfin, tu peux. On peut toujours dire non. Ouais, bien sûr. Mais. Enfin, moi, c'était pour le boulot, tu vois, je voulais bien faire et tout. Et waouh, c'était hardcore. C'est compliqué. Donc bon, c'est pour ça, au bout de 6 mois, je me suis dit, allez, je rentre en France. J'ai essayé de trouver un boulot de salarié, ça a duré 2 mois l'histoire. Je me suis mis sur la gueule avec le patron. Donc ça a été vite réglé. Ouais. J'ai essayé de faire commercial pour une boîte de merde. Genre, je vendais des systèmes d'alarme, télésurveillance et tout. Le mec, il avait pas. C'est pas d'honneur, le patron, tu vois. Genre, il fallait niquer une petite boîte, tu vois. Okay. Donc déjà, un produit qui n'était pas le mien, dans lequel je croyais pas, qui était naze, tu vois. Puis, boîte de con, aucune éthique et tout de la merde. Donc bon, ça c'est mal fini. Et en fait, fin de ça, j'avais toujours mon statut auto. Je me suis dit, bon bah nique, je me lance. Et en fait, j'ai commencé là-dedans en tant que formateur en technique de vente, à la base. Ok. Et en fait, parce que du coup, j'avais eu ce succès-là en Chine, tu vois. Et en fait, je me suis présenté à des boîtes pour accompagner des commerciaux. Ça a mordu. Je suis parti là-dedans. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et en fait, en parallèle, le premier site que je fais, c'était le mien, le premier site WordPress. Et un de ces 4, je pars en République tchèque pour prendre l'avion. Je suis dans le taxi, je commande un Uber et tout. Et puis, tu as le chauffeur Uber qui me dit, je sais pas, on commence à déconner, je discute et tout. Et je dis, vous voulez faire un site web? Il me dit oui. Je dis, attendez, ça tombe bien, c'est mon métier. J'en avais fait un dans ma vie. Hein. Et donc, c'est comme ça que je fais mon premier site pour un client. Ok. Et puis après, de fil en aiguille, j'en fais 2, 3, 4. Ils me présentent d'autres potes dans le VTC, tu vois, donc dans les milieux des Uber et tout le bordel. Et puis, de fil en aiguille, je commence à faire plusieurs sites, puis après des restaurants, puis des machins, et puis jusqu'au moment où on fait les comités d'entreprise Air France. Ok. Donc propre, tu vois. Et puis voilà, en fait, la création de sites web plus la vente, t'as plus qu'un pas vers le marketing. Et après, du coup, je me suis formé en ligne à fond en marketing, avec notamment donc, des trucs comme Russell Brunson, Jordan Belfort que j'aime bien, Alex Hormozzi maintenant plus récent, tu vois, donc beaucoup de mecs comme ça, je fais beaucoup de formations en ligne que j'aime bien, Stan Leloup, tout ça, quoi, en France et tout. Donc, Alors dis-moi, j'avais une question aussi par rapport au bar. Toi, par rapport à tout ça, quel a été le plus gros challenge que tu as eu, tu vois? Alors, challenge, défi, moi c'est un peu un défi ou un challenge au quotidien.
C'est-à-dire que j'ai une petite fille, et en fait, ma fille a 5 ans, et le bar a 5 ans. Donc, si tu veux, j'ai eu le bar en même temps que ma fille. Et j'ai la maman qui est dans le médical, donc qui a aussi des horaires décalés. Et le défi, enfin, le quotidien fait que le défi, c'est tous les jours. C'est-à-dire que c'est une organisation, et ça a été surtout beaucoup de fatigue à l'ouverture du bar. Parce que forcément, la petite, un nourrisson, donc voilà, tu lances le truc, tu es tout le temps là, tu finis à 3 h du mat, tu n'as qu'une envie, c'est de dormir, et que tu arrives chez toi, et là, tu entends la petite pleurer dans le salon, et tu dis « Ah ouais, en fait, je ne vais pas dormir tout de suite ». Et là, ta femme, tu prends le relais parce qu'elle, ça fait des heures qu'elle galère déjà. Ouais. Donc en fait, ouais, ça a été défi relevé. Je pense qu'il est relevé, mais par contre, tu prends cher. Ouais, t'en chies. Physiquement, tu prends cher. Ouais. Ouais. Et alors, comment tu fais pour gérer et le bar et vie pro, vie perso, tu vois, genre. Maintenant, ça s'est quand même tassé dans le sens où la petite, elle a 5 ans. J'ai mes parents qui sont sur la région. Avant, ils n'y étaient pas. Et ma conjointe, c'est pareil, elle n'avait pas ses parents. Donc on va dire que voilà, plus facile à gérer ça. Le bar, il a 5 ans, donc c'est pareil. Il est installé maintenant. Il est plus installé, j'ai une équipe qui est en place. Donc, et puis peut-être je ne vais pas dire que je me suis habitué parce que ce n'est pas le même rythme. En vrai, j'essaie d'être là, aller 3 fois semaine vraiment à faire des fermetures sur, tu vois, des jeudis, vendredis, samedis ou sur des événements où il y a vraiment nécessite du monde. Un peu quand même ma présence. Je suis là, donc ça s'est quand même vachement allégé. Mais, et puis tu prends tout moins à cœur aussi, tu vois. Quand tu ouvres la première année, un rien de contrarie, quoi. Un rien, tu deviens dingue, tu vois. Là, j'ai pas d'idée comme ça à te donner, mais un rien t'apporte trop de soucis. Ouais, je vois. Que maintenant, tu te dis, bon. Ouais, t'en écoutes. Tu te dis, c'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, en vrai. Mais ça, je pense que c'est l'expérience, c'est l'ancienneté, c'est le vécu, quoi. Je pense vraiment que le fait déjà d'entreprendre, tu sais, ça t'oblige à travailler ta résilience, tu vois. Genre le fait d'accepter de te prendre des coups dans la gueule et en fait au début tu les prends et t'as mal et ça te fait chier. Puis en fait au bout d'un moment tu sais t'as je pense qu'il faut passer par là. T'as le cuir qui est tanné, tu vois. Genre comme tous les corps de métier, tu vois. Mais maintenant moi c'est vrai que je m'en bats les couilles, quoi. Genre j'ai un client, il m'appelle, il a un truc, il a un problème, tu sais, genre il a envie de m'allumer ou j'en sais rien. Ou même j'appelle pour faire de la prospect. Ça c'est souvent un truc qui fait peur aux gens, tu vois, c'est de prospecter. Surtout dans des métiers comme le mien, en digital et tout, t'es obligé d'aller trouver des clients, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui craignent à fond ça. Moi maintenant j'appelle un client, il me dit non, je suis pas intéressé. Enfin au pire, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Rien, t'avances. Je m'en bats les couilles, tu vois. Non mais si ça marche pas, t'as avancé, quoi. Je repasse un autre client, j'appelle quelqu'un d'autre, c'est pas grave en fait. Et il y a beaucoup de gens que ça terrorise un peu et en fait je pense que c'est ça, c'est comme toi en fait. À l'époque t'as une merde, tu la prends très mal, tu la vis mal, maintenant. Mais c'est ça. C'est comme tout, hein. Yes. Voilà. Peut-être me remettre une petite douceur après, mais prends le temps. Prends le temps. Allez mec. Putain, je voulais te dire. Ah si, j'avais une question pour toi. Je voulais dire un truc, mais on se voit. Tu me dis, vas-y, tu préfères? Vas-y. Non. Ouais, j'avais une question. Comment tu fais pour gérer dans ton emploi du temps? Alors, vie de famille, vie pro, vie perso, tu m'en as parlé, mais à la fois le carlet et compose. Parce que tu as une marque e-commerce qui roulotte plutôt bien. Parce que, mesdames et messieurs, il est trop modeste. Trop modeste pour vous le dire, mais parce que je sais ce que tu Printemps Haussmann et tout quand même, genre t'es présent dans des belles boutiques. Ouais, bon, ça commence à peine. Franchement, ça commence là. Après, Compo, je l'ai lancé il y a presque 3 ans maintenant. Pour faire court, les premières années, le carlet me prend tellement de temps que j'ai mis du temps à vraiment lancer. J'ai mis du temps à comprendre ma cible aussi pour Compose, tu vois. Mais comment je fais? Je travaille beaucoup. Et c'est pas, je suis pas là pour pleurer ou dire, tu vois, je travaille trop, c'est la galère, tout. Parce qu'en vrai, j'aime ça. Donc je le subis pas, si tu veux. Mais tu vois, je travaille beaucoup dans le sens où le carlet et Compose vont me prendre du temps la journée quand même, parce que malgré tout, le carlet, c'est ouvert le soir, mais il y a les rendez-vous avec les fournisseurs, les rendez-vous, tu vois, il y a le stock, aller chercher, des fois faire les courses et tout. Mais l'avantage que j'ai, c'est que le carlet, c'est un boulot de nuit. Donc en fait, ça me permet quand même d'être en activité le soir, mais aussi d'être libre la journée. Donc j'arrive à faire les deux. Mais par contre, c'est sûr que je fais des heures. Mais bon. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, et puis c'est un plaisir, tu vois. Par contre, oui, c'est un gros rythme. Donc après, vie perso, vie pro, vie perso, j'essaie de pas m'oublier, de pas oublier mes proches, tu vois, ma femme et ma fille et tout. Donc j'essaie, et puis je m'impose même le sport, tu vois, je m'impose d'aller au sport parce que pour moi c'est un équilibre. Mais voilà, c'est je
Je pense que c'est une question d'organisation. Je te dis ça comme ça, alors que si tu vois mon agenda, c'est un bordel total. Ouais, et que des fois, je planifie des trucs que je ne respecte pas forcément. Mais j'essaie. Par contre, il faut que je note tout. Tu vois, j'ai un planning. Je fais ça. J'essaie de faire un max. Si ce n'est pas fait, je reporte à demain. Donc, mais par contre, voilà, c'est un gros rythme. Mais bon, j'essaie au mieux. Te dire que c'est parfait ce que je fais, je pense pas. Mais donc voilà. Mais j'ai l'avantage de bosser la journée. Et le carrelage, j'ai l'avantage d'y être quand même au taf. Et du coup, le soir, j'arrive à bosser encore sur Compose, sur des visuels. Tu vois, répondre à des mails, etc. Et puis l'avantage que tu as aussi maintenant, c'est que tu as l'équipe au carrelé. Donc ça te permet de lever le pied plus ou moins, mais au moins d'avoir des temps où tu peux effectivement lier le carrelé et Compose. Quoi. Donc, en fait, je suis pas, j'ai pas forcément à faire vraiment le service. À part sur des grosses soirées où je fais le service avec eux. Mais même quand je suis au carrelé et qu'ils sont au service, moi, ça me permet d'être sur mon PC et de continuer de travailler. Mais bon, tu vois, pour moi, c'est pas impossible. C'est-à-dire que je t'en avais déjà parlé, je connais quelqu'un, il a 5 boîtes, il a 3 gosses. Et il roule. Et il y arrive en fait. Donc je me dis que c'est possible. Tu vois. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Je pense qu'il bosse aussi, mais fort. Mais je pense que c'est vraiment une question d'organisation et je pense que c'est une histoire aussi de déléguer. Beaucoup, c'est ce que j'allais dire. Mais il faut pouvoir le faire. Compose, je ne peux pas déléguer parce qu'aujourd'hui, je ne gagne pas assez ma vie avec Compose pour déléguer à quelqu'un et dire tu t'occupes de ça, tu t'occupes de ça. Je ne peux pas verser de salaire. Le problème, c'est que tu sais, des distributeurs et tout, ou même des mecs à qui tu vas envoyer tous tes stocks pour qu'ils les préparent, qu'ils envoient les colis, ça coûte cher, c'est souvent mal fait. Je connais quelqu'un du coup, qui avait monté sa boîte là-dedans, qui envoyait des stocks, des box en fait par abonnement. Et une fois sur deux, la box, il y avait des produits pétés dedans, il y avait un oubli, tu vois, et c'est pété. Et alors, une chose qui m'aide aussi, et ça fait partie aussi, ça répond aussi à ta question, c'est que j'ai la chance d'être aidé. Tu vois, j'ai mes proches, j'ai mes parents aussi qui m'aident, parce que tu parles de composer les box, etc. Moi, mes coffrets, tu vois, on m'aide. Tu vois, donc je ne vais pas dire c'est moi qui fais tout. Bien sûr, de toute façon, tu peux pas tout faire. Donc tu vois, j'ai une partie de l'administratif qui est gérée par ma mère, mon père s'il faut faire des livraisons, il va y aller. Et je pense que je suis bien entouré. Ça aide, on ne va pas se mentir. Entre partir un mec qui est tout seul et pas de famille et l'autre qui est entouré, c'est voilà. Donc c'est pour ça que j'y arrive. On l'a perdu, je vais lui resservir une petite douceur. Non, mais c'est bien, tu vois, genre c'est bien. En fait, on parle français, donc c'est cool, tu vois. Bah oui. Il y en a, ils t'auraient dit qu'ils faisaient tout seul. Bah non, voilà, nous on n'est pas là pour vous vendre du pipeau, messieurs, dames, nous. Non, pas chez Simpression, je vous le dis. Allez, tiens, va. Merci, Macaï. Voilà. Je sais pas, t'avais ça, si tu voulais me poser... On coupera tout ça, hein. Oui, on verra. Hein. Je suis désolé, monsieur le monteur. Je sais pas comment on va la danser. Mais je pense que monsieur le monteur, faudra qu'il vienne faire un petit apéro. Bah écoute, un petit apéro. Si c'est sa boîte, il viendra ici. Bah ouais. Il viendra nous expliquer. En plus, il y en a à Bordeaux. Des gars bien, je suis sûr. C'est des monteurs compétents et tout. Non, je vais te retourner la même question que tu m'as posée. Parce que, toi, tu as un métier de rêve. Tu peux travailler aux Maldives, tu vois. Toi, voilà. C'est pas, toi, tu as un métier, tu vois, tu n'as pas un métier dur comme le mien. Non, c'est Gérard Luxe. Ça va. C'est chill. Non, ça, c'est pénard. C'est pas vrai. J'en chie parce que je passe du temps derrière l'écran. Mais en vrai, tu vois, je suis pas à courir, je suis pas tout le temps debout. Il y a des avantages et des contraintes aussi. Bien sûr. Et justement, toi aussi, c'est comment parce que finalement, tu es tout seul. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai un boulot où socialement, je rencontre plein de gens, c'est cool, il y a une équipe, il y a la clientèle et tout. Mais n'empêche que toi, tu es tout seul derrière ton écran. Et ça, est-ce que pour toi, c'est pesant? Alors, il y a deux trucs. En fait, genre, moi, je kiffe être derrière mon ordi, tu vois. Genre, je kiffe être focus sur mon truc, je kiffe avancer et je kiffe avoir des relations avec mes clients, genre la journée, tu vois. En fait, j'aime les relations pro, mais parce que je suis avec des clients, on est dans une relation pro. À l'inverse, en fait, quand j'ai tapé une journée derrière l'ordi, avoir passé que des coups de téléphone professionnels, tu vois, donc avoir été très sérieux et très concret, correct, orienté objectif et tout, toute la journée, le soir, j'ai qu'une envie, c'est de décompresser. En fait, quand t'as pas, je pense, tu sais, un peu ce truc, tu as des collègues, où, par exemple, tu vas enchaîner des réunions, mais tu peux aller à la machine à café, j'imagine, j'ai jamais été salarié, mais je pense que c'est ça, tu vois. Tu as une réunion, puis tu vas à la machine à café, tu déconnes un peu avec tes potes, et après, tu retournes bosser, tu vois. Moi, je tape une journée full. Cash, pro, il n'y a pas de moment où je débande, tu vois, genre je suis à fond tout le temps. Et c'est vrai que le soir, arrivé fin de journée, j'ai vraiment besoin de ce truc où
où je vais avoir de la relation sociale, mais beaucoup plus déconne, tu vois. Et c'est là où je vais lâcher un peu les chevaux. Ouais. Et donc c'est pour ça que je suis content d'aller au sport, soit avec toi, on va aller à la salle, ou avec les gars, aller à la boxe, tu vois, ou même venir au carrelé et boire des coups. Bah ouais, tu vois, je pense que vraiment, il y a une importance à avoir entre ce côté pro et ce côté détente, relation sociale et tout, tu vois. Genre, parce que au bout d'un moment, je sers, quoi. Si je fais une semaine cash, enchaîner tous les jours, et je vois personne. En vrai, ça te va bien d'être focus sur ton PC. Voilà. Moi, ça me va bien parce que j'ai pas de distraction. Genre, je suis concentré, j'avance tout le temps et j'ai que des relations pro avec mes clients, tu vois. Donc, c'est agréable parce que je sens que j'avance. Mais le soir, j'ai besoin de décompresser et c'est pour ça. Après, si tu es efficace pendant 7 heures, tu vois. C'est pour ça, tu vois. Donc, alors il y a ça. Et après, l'autre inconvénient qui n'est pas des moindres, c'est que, par exemple, donc tu disais, je peux partir. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais à Bali. Tu vois, je me suis tapé un mois derrière l'ordi, tranquille, piscine et tout. Mais quand bien même je bouge à l'autre bout du monde, je kiffe, je suis toujours emmerdé, tu vois. Genre, il y a toujours des clients qui vont m'écrire, il y a toujours des clients qui vont m'envoyer un message, il y a toujours un client qui va avoir un problème sur son truc, tu vois. Donc, je suis tout le temps entre le boulot et… Oui, mais quand tu vas à Bali, c'est pour bosser. Oui, ouais, bien sûr. Mais par exemple, genre quand je vais aller à l'eau, je sais pas, je vais faire une session de surf, imaginons. Excuse-moi. Je ressors de l'eau, j'ai 15 messages. Il suffit qu'il y ait un truc urgent. Et Mais moi, tu crois que je vais dans l'eau ici moi Ah bah c'est sûr, mais voilà, bien sûr. Excuse-moi. Mais tu vois, il suffit que j'aille pendant 1 heure, je sors de l'eau, il y a un mec, il avait un problème sur son site ou j'en sais rien, sur son tunnel ou peu importe, sur ses campagnes. Et il va me dire, ouais, putain, ça fait 1 heure que j'essaie de te joindre. Oui, faut régler tout de suite le problème. Voilà, c'est ça, tu vois. Et les mecs, au bout d'un moment, en fait, avant, j'étais hyper gentil. En fait, avant, je vivais un peu dans un monde idyllique, je pense. Ouais. Je pensais que tout le monde était bienveillant, tu vois. Je pensais que tout le monde était gentil et respectueux les uns envers les autres. Et en fait, je pensais que tu peux avoir des clients avec lesquels genre, tu vas avoir de belles relations. Ce que j'essaye de cultiver vraiment. Il y en a. Il y en a, avec qui tu peux avoir des super relations, des bons trucs, et sur lesquels tu vas vraiment pouvoir construire sur le long terme et tout. Mais 90% du temps, un client, quand il te paye, il estime que, tu vois, tu dois être là, quoi. Et quand bien même tu les as éduqués, tu leur as dit, écoute, moi, tu as 4 heures par mois, et après, tu vas te faire voilà. Et ben, il n'empêche qu'un mec, il a un problème, il veut que ce soit réglé, tu vois. Et ils ne comprennent pas que tu puisses avoir une vie ailleurs, à côté, que tu puisses avoir d'autres clients, tu vois. Ouais. Genre, ça, c'est chiant, tu vois. Ouais. Ça, c'est chiant. Et moi, aujourd'hui, j'aime bien, et je pense que c'est un des gros défauts que j'ai, c'est que j'aime bien tout faire et tout gérer. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai des bons tarifs, tu vois. Je me débrouille, je vis bien, tu vois. Mais ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, c'est déléguer, tu vois. Oui, mais il faut que tu puisses le faire financièrement. Il faut pouvoir le faire financièrement, ça coûte la peau des couilles. Tu as suffisamment de taxes en France. Donc, ouais, tu vois, ça fait chier tout ça, quoi. Mis bout à bout, c'est compliqué aussi, tu vois. D'entreprendre en France, c'est pas le plus simple non plus, quoi. Mais tu vois, là, quand tu parlais des fois, là, il faut que tu traites une demande en urgence. Quoi, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, où j'ai pris un peu plus de recul. C'est comme, tu vois, répondre à des mails, etc. Au début, je devais répondre. Enfin, moi, il fallait que je réponde tout de suite, quoi. Ouais. Ce que je fais encore plus ou moins, mais maintenant, je me dis, bon, ça ne change rien. Si je réponds demain, c'est pas grave. Ouais. Et en vrai, à contrario, quand toi, tu attends une réponse… t'as envie que ça soit direct. Non, mais des fois, tu attends une semaine, quoi. Enfin, c'est horrible. Et ça, en plus, moi, je ne suis pas patient du tout. Donc, moi, c'est sur WhatsApp beaucoup que j'échange avec les clients. Ok. Tu vois, donc quand j'ai un WhatsApp, je peux pas faire l'échapper sans 10 ans, tu vois. Donc ça, c'est un truc que je me suis imposé. Maintenant, c'est j'ai un message client, je l'ouvre et je le traite direct. Ok. Alors, soit j'envoie un vocal et je lui dis on verra ça demain, soit… Tu vois, là, je vais balancer un tir, mais c'est pas grave. Mais tu vois, les cabinets comptables, la banque, etc. Mais t'as pas de nouvelles, quoi. Ouais. Il peut se passer une semaine et demie, t'as pas de nouvelles. Inversement, quand ils ont besoin de te réclamer les ronds, il faut être présent en 5 minutes, tu sais, les gars. Voilà. Ok, mon petit pote. Est-ce que tu peux me parler de peut-être, je sais pas, où tu en es. En tout cas, est-ce que tu as peut-être ton plus gros client, ce que ça a généré peut-être comme chiffre d'affaires, si tu veux bien le dire, etc. Et puis après, la suite, un peu l'évolution où tu veux aller, etc. Peut-être quelle stratégie tu as changé aussi, tu as peut-être mis en place, tu vois. Exactement. En fait, c'est plus ça. Genre, avant, je faisais beaucoup de one-shot, en fait. Genre, par exemple, j'allais faire un site web, je sais pas, j'allais faire payer 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000 euros, par exemple, en fonction du projet, du site web ou de la demande. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'une fois ça fait, après, j'avais plus de rentrée, tu vois. Donc ça, déjà, c'était un problème qui, à terme, fait chier, parce que c'est pour ça que je courais après les clients souvent. J'étais obligé de prospecter et tout. Donc là, c'est le premier gros shift que j'ai fait sur moi, mon business model. C'est-à-dire que maintenant, un site web que je sais que je vais vendre, par exemple, 10 000 balles, je ne vais plus le vendre 10 000 balles.
Je vais demander par exemple un acompte de 2000, imaginons, et ensuite je vais demander un récurrent de 500 tous les mois, par exemple. Tu vois, l'objectif en fait, c'est de me mettre beaucoup de récurrents comme ça en place. Parce que, en fait, à la sortie, un business où tu vas avoir de l'acquisition et de la conversion en one shot, si tu veux revendre ton business, ça vaut beaucoup moins qu'un business par exemple où tu vas faire 2 fois moins de chiffre d'affaires, mais où tu as un récurrent. Ouais. Tu sais surtout où tu vas. Voilà. Et tu vois, en fait, moi maintenant l'objectif, c'est je veux des clients, mais je veux les mettre en récurrent, tu vois. Donc là, en fait, maintenant le boulot qu'on est en train de faire, c'est de trouver des prestats avec des clients, on va leur faire de la gestion de campagne, où on va se rémunérer par exemple à la réussite, à l'objectif. Mais où on sait que tous les mois ça rentre, tu vois. Et en fait, on s'est mis des paliers comme ça de CA à faire chaque mois, qui vont en augmentant, mais surtout où c'est du récurrent. Et par exemple, si on décide de rien foutre pendant 2 mois, on sait que ça reste. Et j'ai pas besoin de retourner à la chasse tout le temps, tu vois, parce que c'est ça le plus chronophage. Et entre un client que tu vas contacter pour une première fois et le moment où il va signer, potentiellement, et sur les réseaux, on peut vous raconter ce qu'on veut et tout, hein, ça fait quand même 5 ans que je suis dedans, il se passe toujours 6 mois, quoi. Entre la première prise de contact et le moment où le client il envoie les ronds, il y a minimum 6 mois, quoi. Sauf si tu tombes sur quelqu'un qui t'a été recommandé ou quelqu'un s'appelle. Tu veux dire entre le moment où tu accroches un client et qui le prend la décision de. Ouais. Tu vois, il faut que le mec y réfléchisse, il faut qu'il en parle à sa femme et machin, faut que. Puis c'est les fêtes et c'est pas la bonne période. Alors il y a plein de manières d'accélérer tout ça. Mais en vrai, même si tu es bon en vente, pour atteindre la conversion, il y a toujours un délai de 6 mois qui se passe, tu vois. Allez, 3 mois peut-être, tu vois. Mais jamais, tu as un mec, tu vas l'avoir une fois au téléphone, tu lui dis ouais c'est 15 000, bah attendez, je vous les envoie où, tu vois, ça n'existe pas ça. D'accord. Ouais. Donc voilà un peu le gros pivot là qu'on a fait maintenant en 2024, c'est récurrence à fond, quoi. Et puis aller chasser tout le temps. Voilà. Alors quel conseil tu donnerais à un mec qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat demain? Toi qui as fait du dur, tu vois, parce que souvent sur les réseaux, sur YouTube, sur tout ça, on entend beaucoup de témoignages de personnes qui se sont lancées en ligne. Tu vois, et donc où il y a beaucoup moins d'engagement finalement financier et de risque, que toi, tu t'es lancé en dur, en physique. Qu'est-ce que ce serait tes conseils? Qu'est-ce que ce serait tes conseils que tu donnerais à un mec qui veut se lancer demain? Je vais te parler de mon cas concret ici. Parce que je sais pas si... Je pense que suivant la profession, le corps de métier, c'est différent. Mais en tout cas, pour le carlet, ce que je savais... ce que j'avais plus ou moins calculé, en tout cas, ce que je savais, c'est qu'en investissant au prix qu'on a acheté, sachant qu'un bar licence 4, Bordeaux, il n'y en a plus, etc., et que minimum, on sait à combien on va pouvoir le revendre, en fait, c'est mesurer le risque. C'est surtout ça, en fait, pour si je devais donner un conseil à quelqu'un, c'est de surtout mesurer son risque, à combien il va investir, et cas critique, ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qui va lui rester, quoi. Tu vois, moi, le carlet, on savait qu'on achetait tel prix. Si ça ne se passait pas bien, on revendrait au moins le même prix, voire un peu plus. On allait retomber sur nos pattes, on allait récupérer notre apport, etc. Et que, on ne perdait rien. Voilà. Donc, moi, si je peux dire un conseil, c'est mesurer le risque. Peut-être aussi travailler bien sur son prévis, tu vois. Je ne peux pas donner de conseil sur l'étude de marché, je n'en ai pas faite. Tu vois, je ne peux pas dire… Mais en vrai, maintenant, je me suis rendu compte que c'est super important. Ouais, mais alors moi j'ai un problème avec les études de marché, c'est beaucoup de violons pour touristes, tu vois. En fait, c'est beaucoup de pipeaux. Oui. Parce que c'est bien pour aller voir la banque et leur dire j'ai fait un prévis. Le prévis, voilà, la banque elle regarde surtout le prévis. Mais le prévis, tu peux dire je vais vendre 500 cocktails par soir et c'est génial. Et l'étude de marché, pour moi, c'est un peu pareil, parce que comment tu prévois un truc comme le Covid, comment tu prévois un truc comme la guerre en Ukraine? En fait, tu peux pas. Tu vois, oui, parce que maintenant, on a ces choses-là qui se sont passées. Donc, et en fait, je trouve que de se dire, vas-y, dans 5 ans, on en sera là, pour moi, c'est un peu de la branlette intellectuelle. Que de se dire, ok, dans 3 mois, potentiellement, on en est là, et allez, dans 1 an, on en est là, ok, ça fait sens, tu vois. Tu vois, par exemple, le Carlet au bassin à flot à Bordeaux, pour ceux qui connaissent, moi, ça a été de la chance. Le quartier, tu connais Bordeaux, toutes les boîtes de nuit étaient en général… Une bonne partie des boîtes étaient à Gare Saint-Jean, ils ont toutes migré ici. Bon, ça, je n'avais pas calculé. Je n'avais pas fait d'études de marché. Voilà. Personne n'aurait pu le savoir. Aujourd'hui, c'est cool, il y a 5 boîtes autour de nous, on est le before, etc. Donc ça, je n'avais pas du tout étudié. Par contre, voilà, j'avais étudié le prévis, j'avais mesuré les risques, etc. Donc je pense que c'est quand même se poser les bonnes questions, mesurer le risque, si je peux donner un conseil. Et après, c'est aussi de se dire… je pense que c'est… Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est
la liberté. Ouais. Je mets des guillemets parce qu'en fait, c'est une fausse liberté. Ouais, bien sûr. Quand tu as ta boîte, tu es libre dans tes mouvements de créativité. Moi, c'est ça qui me passionne avec Compose et le Carlet. C'est que tu es créatif, tu fais ce que tu veux, machin. Tu n'as pas de compte à rendre à personne. Voilà. Tu veux partir un week-end, si tu peux, tu pars un week-end, tu ne demandes pas tes jours à quelqu'un. Donc, en fait, il y a cette liberté qui fait que j'adore ce que je fais et puis d'être entrepreneur. Par contre, attention, c'est une fausse liberté en même temps parce que tu as des charges qui sont coquines. Si tu ne les fais pas, tu n'es pas bien, quoi. Tu vois, donc tu dors pas bien tout le temps. Mais, donc voilà. Mais, en fait, c'est le conseil, pour résumer, prendre conscience de tout ça. Ouais, parce que c'est ça, en fait. Moi, j'en parle aussi. Je fais beaucoup de parallèles avec les réseaux YouTube. Ouais. Parce que tu vas sur YouTube, tu n'as que des vidéos. Genre, le mec, il dit j'ai 23 ans, je suis multimillionnaire et j'ai fait ça en 15 jours. Quoi. Et en se branlant, surtout. Et c'est pour ça n'existe pas. Très sincèrement, ça n'existe pas. Devenir millionnaire en 15 jours sans rien foutre, ça n'existe pas. Et tu les écoutes, les mecs, c'est tout ce qu'ils te vendent. Alors, les vendeurs de formation, je comprends, tu vois. Les mecs qui disent prends ma formation, tu es riche dans un mois et tu n'auras rien fait. Quoi. Mais il peut faire de l'argent. Ah bah lui, il fait beaucoup d'oseille. Le problème, c'est que tu as beaucoup de gens qui payent. Bah oui. Et ils payent un peu l'espoir, tu vois. Genre, que la réalité du terrain, c'est pour ça aussi que je suis contente, c'est qu'on fasse sans pression. Ouais. C'est qu'on va parler français. Ouais. Mais est-ce que tu penses pas, vu que voilà, je rebondis un peu, c'est ton boulot, mais est-ce que tu penses pas que ces gens-là qui font des vidéos et qui disent bah vas-y, suis ma formation, tu payes 60 balles, je sais pas quoi, 100 balles, 150 balles, etc. Tu penses pas que c'est éphémère? Ou pas? En fait, il y a plusieurs trucs. Genre, tu as des mecs qui sont très quali dans des domaines, c'est vraiment des experts dans leur truc. Et si toi, ça t'intéresse, alors oui, prends sa formation parce que tu vas devenir meilleur. Tu vois, genre par exemple, tu vas prendre le copywriting. Je vais donner l'exemple de Stan Leloup, Marketing Mania, sa chaîne. Lui, par exemple, il est très chaud dans le domaine. Et ça fait genre 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'il est en place et qu'il n'a pas dérogé à son truc. Et tu sais que le mec est fort. Genre, si tu as envie de te former là-dedans, lui, c'est un mec qui est chaud. Donc, je trouve qu'il y a un intérêt à aller prendre sa formation. À l'inverse, tous les mecs qui vont te dire « Ouais, il y a une nouvelle technique que je viens de découvrir il y a 15 jours et qui est actuellement, je suis le seul à en parler sur le marché français, donc dépêche-toi avant que tout le monde en parle. Si tu veux prendre le virage, c'est tout de suite. Prends ma formation à 300 balles et je peux te garantir que dans un mois, tu seras millionnaire et tu n'auras rien branlé. » J'ai une question, moi d'ailleurs, mon petit gars. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire ce que vous voulez pour les prochaines vidéos. Si vous avez des idées, ça nous aidera bien. Très bien. Par rapport à ton boulot, et justement parce que tu me parlais de l'IA, là, comment tu vois le truc, parce qu'on en entend parler beaucoup, etc. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas, par rapport à ton métier, que l'IA peut remplacer ton boulot et te dire, mais en fait, peut-être que l'IA sera plus performante ou du coup, les gens vont peut-être aller plus vers l'IA et moins vers toi et... En fait, non. En fait, moi, je pense que plus il va y avoir d'IA, plus ça va être simple pour moi de faire mon taf. Du coup, moins j'aurai besoin d'embaucher. Et donc, plus je vais gagner d'argent. À l'inverse, je pense pas du tout que moi, je vais risquer de me faire remplacer. Tu penses pas que moi, par exemple, j'ai besoin d'un site, je dis à l'IA, vas-y, fais-moi un site internet? Non, parce que je pense que les gens sont des feignants. Je pense que les en gens vrai, sont des oui, ils sont gros feignants, donc je vais demander à l'IA de le faire. Mais l'IA, aujourd'hui, tu demandes à ChatGPT de te faire un site web, elle n'est pas capable. Non. Et même si demain, ça l'était, il y a tellement de gens qui sont réfractaires à la technique, tu vois, alors que c'est pas compliqué. Hein. Mais il y a plein de gens que ça emmerde. Il y a plein de gens qui veulent pas faire l'effort. Il y a plein de gens qui sont réfractaires. Et donc, en fait, il y aura toujours du boulot, quoi. Moi, le seul truc, c'est je sais que je vais gagner plus et je vais gagner du temps parce que moi, je vais les utiliser, ces outils-là. Mais aujourd'hui, faire un site web, en vrai, c'est pas compliqué. Hein. J'ai déjà vendu des sites web pour des restaurateurs qui avaient la flemme et qui ne voulaient pas payer. J'ai pris 2000 balles, pour être transparent. Ça m'a pris une demi-journée. Et j'ai fait un Wix. Et le mec, s'il avait eu un peu la foi, il l'aurait fait. Et je lui ai fait un Wix gratuit parce qu'il ne voulait pas prendre un abonnement, tu vois. Alors qu'un OVH, son site web, tout compris, hébergement, nom de domaine, ça lui coûte 26 balles l'année, je crois. Tu vois, donc ça coûte que dalle. Mais vraiment, le mec était, non, je ne veux pas payer, mais vous vous occupez de tout. Ok. Ouais. Ok. Et c'est pour ça, en fait, il y a plein de gens, ils sont juste feignants, quoi. Mais en fait, même pour la création de contenu, tu regardes pour le montage vidéo, pour la création de site web, pour le marketing. En fait, tu peux demander à ChatGPT, tu peux demander à n'importe quelle IA, ok, fais-moi la meilleure stratégie marketing du monde. Super, l'IA va te sortir un plan. Mais ensuite, comment tu le mets en place concrètement? Oui, tu peux pas. Quels outils tu mets en place? Comment tu l'implémentes? Comment tu fais pour que toute ta stratégie fonctionne? Est-ce que tu vas savoir maîtriser Google Ads? Est-ce que tu vas savoir maîtriser Meta Business? Tu vois, genre,
En fait, je suis pas inquiet, quoi. Quand bien même aujourd'hui, même Google, donc avec les publicités, même Meta, donc Facebook, Instagram, essaie de rendre de plus en plus simples leurs outils, ça reste quand même chiant à prendre en main. Ouais. Et donc, en fait, je suis tranquille, je suis pas inquiet du tout, quoi. Et toi, du coup, pour ton boulot? Par rapport à l'IA, Ouais. moi, il va pas venir faire des cocktails, quoique. Normalement. Il commence à avoir des machines qui te font des cocktails tout seuls. Ah ouais. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que, enfin, j'en sais rien, mais nous ici, là, au Carlet, tu vois, par exemple, tu as une carte signature, donc c'est nos cocktails signature, et tu as une carte avec les classiques. Déjà, les signatures, c'est des choses qu'on a créées nous. Et tu as en plus, parmi les signatures, à la fin, tu as ce qu'on appelle la masterclass. Et en fait, c'est les gens qui trouvent pas un truc qui les intéresse, qui te disent, bah vas-y, fais-moi un cocktail créa sur le moment. Et nous, on adore ça parce que ça nous challenge et tout. Donc, enfin, je sais pas si l'IA, il peut. Non, mais c'est quoi? C'est la machine qui va. Enfin, avant qu'on arrive sur une machine qui prend les bouteilles, qui te fait des trucs. Non. Il y a le time. Ouais, ces métiers-là, heureusement, on est préservé de ça. Enfin, tu vois. Ouais, je vois. Putain, Il n'y a pas de télétravail, il n'y a pas d'IA, nous. Ouais, là, pour le moment, c'est vrai que tu es tranquille à ce niveau-là. C'est bon. Ah ouais, c'était ça. Putain, je voulais te parler, enfin, te poser la question. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui, sur les réseaux, YouTube, machin et tout, conseillent de faire du e-commerce, tu vois, notamment du dropshipping. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Tu vois, tu fais venir des produits de Chine et tu vois jamais les produits, bref. Donc déjà, tu n'as pas la main mise sur la qualité de ton produit. 3/4 du temps, tu envoies de la merde. Et 3/4 du temps, tu as des problèmes avec tes clients finaux. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est pas très grave. Mais c'est un business model qui fonctionne super, impeccable. Par contre, là où il y a un créneau et que toi, tu as super bien identifié et su prendre, c'est-à-dire que sur tes cocktails, tu ne te contentes pas de faire du B2C, donc du business to consumer, c'est-à-dire que des clients particuliers, mais tu fais du B2B. Et ça, c'est vrai qu'en fait, pour pas mal de business… Tu parles de compose. Ouais, de compose. Okay. Pour pas mal de business e-commerce, en fait, il y a un bon créneau à prendre quand c'est bien fait, parce que sur du dropshipping, c'est pas la peine. Hein, mais… Alors déjà, c'est vrai que Compose, on n'en a pas trop parlé. Compose, pour expliquer brièvement, en fait, j'ai créé une marque qui s'appelle Compose. C'est l'élaboration de coffrets. Il y a 2 types de coffrets, dégustation et cocktail. Les coffrets dégustation, ça va… dans un coffret, tu vas avoir 3 ou 5 flacons. Et dedans, tu vas avoir un gin. C'est que des produits français. Tu vas avoir un gin, un whisky, 3 rhums. En fait, voilà, c'est panachable. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, ça permet de découvrir différentes distilleries au sein du même coffret. Et après, le coffret cocktail, et ça, c'est le concept sur lequel je suis parti, où l'idée est partie, c'est de faire 2 cocktails haut de gamme, clairement, avec toujours le même principe, hein, spiritueux français haut de gamme et une liqueur, une crème, etc. Où dedans, tu vas avoir une petite fiche explicative et un coffret cocktail te permet de faire 2 cocktails toi-même à la maison. Voilà. Et l'idée, elle est partie de, moi étant dans le milieu, on voit toujours des belles vidéos passer avec des super cocktails et machin, mais qui fait ça, quoi? Qui achète son gin, machin, sa crème de pamplemousse rose et sa liqueur d'angélique Personne n'achète parce que déjà, on ne sait pas si on va aimer. Et ensuite, tu fais quoi de ta bouteille de pamplemousse rose Il te reste 60 centilitres dedans, tu mets ça dans ton placard et puis tu ne touches plus. Et en fait, je trouvais dommage de mettre des super vidéos en avant, sauf que personne ne réalise les cocktails. C'est juste, c'est juste un coup de com', etc. Donc là, dans le coffret, tu vas avoir juste la quantité pour faire 2 verres. Tu testes ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, c'est pas grave. Mais tu ne prends pas de risque. Et c'est surtout que tu le fais toi-même. Donc il y a ce côté aussi sympa. C'est un beau packaging, c'est classe, etc. Donc voilà, ça c'est Compose. Et après… C'est pas qu'un physique. Hein. Non. Tu vois, on l'a pas sorti depuis le début. Hein. J'ai un cerveau aussi. Je ne sais plus ta question du coup, avec les coffrets. Non, mais d'où ça venait du coup, ce que tu disais, c'est plutôt que de commander tous tes trucs et de te retrouver avec… Oui, non, B2B. Ouais, voilà, B2B, B2C. Ça. Donc l'idée, elle vient du Covid, tu vois. Pendant le Covid, bar fermé. J'ai réfléchi. Alors, il y avait une société qui le faisait déjà et tout, donc je m'en suis un peu aussi, complètement inspiré. Mais eux, ils faisaient que spiritueux. Moi, j'ai fait cocktail. Et d'ailleurs, cocktail n'existe, à ma connaissance, nulle part en France. Voilà. Excusez-moi. Et oui, tu parlais de B2B, pro à pro. Alors, j'ai mon site que tu m'as fait, qui, lui, est destiné aux particuliers. Voilà. Et forcément, pour faire du volume, il faut taper du professionnel. Donc, et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que c'est compliqué. Au début, ça a été très long et très compliqué de trouver la cible. C'est-à-dire que
J'ai été voir les cavistes. Donc cavistes, ils m'en prennent, mais un petit peu, tu vois. Les hôtels, parce que les hôtels vont offrir ça, tu vois, un petit peu en client VIP, ou alors le staff, les supérieurs qui débarquent, un petit cadeau, c'est sympa et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça vivotait, quoi. C'était pas terrible. Et il n'y avait surtout pas de récurrence. Parce que caviste, il va te prendre ça peut-être pendant la fête des pères à Noël, mais c'est pas foufou. Et j'ai mis du temps, mais je me suis rendu compte que ma cible, en tout cas professionnelle, c'est, tu vois, épicerie fine et boutique cadeau. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, oui, cette année, il y a eu Printemps Paris, Haussmann, qui m'en ont pris dans plusieurs boutiques. Bon, alors c'était axé sur Noël, mais ils vont certainement, j'espère, continuer parce qu'ils ont des boutiques cadeaux toute l'année finalement. Parce que tu étais à Printemps Haussmann Paris, Marseille. Plusieurs, ouais. À Haussmann, à Nation, à ma connaissance, parce qu'après, je me suis rendu compte qu'en fait, on a un point commun qu'on a découvert à Printemps du Var. Ouais. Je suis à Marseille aussi, donc en fait, c'est cool. Tu es partout, ouais. Ah, je suis partout, je te le dis. Et donc, voilà. Et donc, Printemps, et une boutique qui a super bien fonctionné, que j'ai démarché, tu vois, prospection au culot. J'y suis allé à Torchon à Carreau. Ouais. Alors comme ça, tu crois que c'est Torchon, on mélange pas les torchons et les serviettes. Bien sûr. Mais Torchon à Carreau, qui est une boutique, de boutique cadeau, quasiment bien vraiment quali, quoi, et tout. Ouais. Et à bord de lac, là, et franchement, ils m'ont écoulé pas mal, quoi. Et en fait, tout ça, c'est pas une boutique, c'est des franchisés. C'est-à-dire que. Donc tu rentres dans la franchise. Printemps, c'est je sais pas combien de boutiques, mais Torchon à Carreau, c'est pareil. Donc l'idée là, c'est. Comment t'es rentré chez Printemps Haussmann? Comment t'as fait pour démarcher Printemps Haussmann? C'est eux qui sont venus me voir. Ouais. Enfin, qui sont venus me voir. En fait, ils m'ont envoyé un mail. Voilà. Parce que je suis sur des plateformes de vente qui s'appellent donc Encore Store FR, qui sont des boutiques. C'est que du B2B en fait. Au lieu c'est des marques qui sont référencés et tu as un portefeuille boutique client de peut-être 800 000 boutiques, je dis une connerie, dans le monde. Et donc, les boutiques font les courses directement sur cette plateforme. Voilà, ils n'attendent pas qu'un commercial comme moi, j'irais prospecter une boutique. Eux, ils ont accès directement à tout un panel de marques et ils font leurs courses dessus. Le site prend, eux, leur com. Mais, voilà. Et du coup, ça m'a permis de vendre avec ces boutiques partout, quoi. Tu vois, Belgique. Alors, c'est des petites quantités, on ne va pas s'enflammer, mais Belgique, États-Unis, mais ça te fait des grosses Allemagne, références, etc. Ouais, et puis c'est flatteur et en même temps, tu dis putain, mais je vends plus à l'étranger qu'en France. Ouais. Bon, parce que c'est français, j'ai mis le drapeau, j'ai mis tout qui va bien, c'est français, tout. C'était un truc, quand je bossais dans le cognac, qui m'avait un peu choqué, c'est genre, le cognac, du coup, c'est forcément un alcool qui est 100% produit en France, parce que le seul territoire est français, tu vois. Et en fait, il y a 4% de la conso qui est française. Tout le reste, c'est à l'export, tu vois. Donc, c'est États-Unis, Chine. Russie. Voilà. Et tout par là-bas. Et d'ailleurs, tu vois, dans le milieu du bar, le cognac, on a de plus en plus de marques de cognac qui viennent nous démarcher en disant ouais, le cognac. Ils sont en train d'essayer de redorer le blason du cognac parce qu'ils savent très bien que si demain, ils n'ont plus la Chine, ou un des trois là dont tu me parles, Chine, États-Unis ou Russie, mais ça représente la moitié de leur chiffre peut-être. C'est 95% du business de cognac est fait à l'export. Donc ils essayent. Je ne sais pas si, moi perso, d'expérience, j'ai pas une demande de fou sur le cognac, même en cocktail. Ça fait des années qu'ils essayent. Hein. Ils avaient essayé de remettre le cognac Schweppes et tout, ça prend pas. Genre. Ils te disent genre, mais moi je trouve que ça prend pas. Non. Ça prend pas. En fait, le problème du cognac, c'est que c'est un alcool qui est vieillot. Quoi. Oui, ça a cette connotation vieille. Puis ça se boit mal en soirée aussi, tu vois. Genre, c'est de l'alcool qui tape, quoi, tu vois. Bon, moi maintenant, j'aime bien. Bah, moi aussi. Mais pas en soirée, mais en Dijon. Ouais, non, bien sûr. Mais ouais. Mais tu vois, jamais au bar, personne te demande un cognac, quoi. C'est rare. C'est rare. Ça arrive, mais c'est très rare. C'est le vieux à qui il reste dedans. Mais moi, un petit cognac, mon copain. Un petit cognac, quand même. Et donc voilà. Et Printemps m'a trouvé sur une des plateformes et m'a contacté, tu vois. Okay. Bravo. J'étais à la campagne. Je dis putain. Franchement, je me suis dit encore, c'est quoi cette pub à la con? Ça doit être Louis qui est derrière tout ça. Et finalement, il y avait un numéro, j'ai dit je vais appeler quand même. Ouais. Parce que bon. Gros truc. C'est cool. Donc ça, c'est cool. Et puis, on va voir la suite, c'est surtout ça. Quoi. Mais ça m'a ouvert les yeux sur... Parce que moi, je découvre. Je suis pas, à la base, je suis pas commercial. Quoi. Ouais, bien sûr. Mais par contre, ça m'a ouvert les yeux de me dire... putain, B2B, il y a un truc. En fait, et puis, c'est surtout qu'en fait, il faut taper les gros. Oui, mais c'est là où se trouve l'oseille. Parce que déjà, c'est là où tu vas faire du volume. Ouais. Mais je dis pas qu'il faut laisser les petits. Mais...
Tu vois, là vraiment, genre, je rebondis sur ce que tu dis, mais il y a un truc, moi, dans mon boulot, genre, avant, j'essayais, tu sais, je m'étais dit, vas-y, je vais aider les entrepreneurs qui veulent se lancer, tu vois. Au tout début, tu vois. Ouais. En fait, c'est de la merde. Parce que quand tu aides des entrepreneurs qui veulent se lancer, les mecs, ils ont pas un rond. Et donc, ils te disent, bah ouais, c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Genre, ils vont dire, ah, mais attends, mais je te paye, mais au résultat, on essaie de se faire un truc correct. Ouais, mais en même temps, tu l'as fait. Ouais, au tout début, ouais, c'est ça. Le mec que j'ai accompagné, par exemple, le taxi que je citais tout à l'heure, ouais, voilà, le mec, il m'a payé son site 1000 balles. Ça casse les couilles, quoi, tu vois. C'est... Ouais, mais. Non, Tu mais vois, arrivé à un moment, tu fais plus ça. Voilà. Mais au début, c'est début, bien de t'es se mettre obligé. un peu les mains dans le dur, comme ça, ok. Et au début, tu le prends. Parce que toi aussi. Ah bah, au début, tu le prends. à Hein, contrario, au début, tu prends tout, je vais te dire. Tu prends tout, tu vois. Mais là, franchement, d'ailleurs, un conseil que j'ai donné, c'est si vous avez un truc qui vous tombe sur la table, prenez-le. De toute façon, si c'est pas vous qui le prenez, ce sera quelqu'un d'autre. Dans la limite du raisonnable. Faut pas se faire chier à faire tout et n'importe quoi non plus. Mais par contre, effectivement, là où je te rejoins, c'est maintenant, je cible plus que des boîtes qui font minimum, ouais, allez, 1, 2, 3 millions de CA par an, tu vois. Parce que eux, au moins, ils te font pas chier. Tu vois? Bah, des fois, oui. Enfin, Là, les derniers entretiens que j'ai eus, c'était qu'avec des boîtes qui avaient minimum 5 millions de CA par an, tu vois. Et je leur ai mis à tout le billet que je voulais. oui, mais parce que, oui, ils t'en mettent moins sur les tarifs que tu vas appliquer, mais Ils par sont contre, chiants, ils négocient, tu vois, ils font ils vont- attention et tout. Ouais. Mais c'est pas les mêmes budgets. C'est sûr que tu ne pourras pas appliquer ce prix-là à des gens Voilà. qui se lancent. C'est ça. Mais bon. Ouais, ok. Dernière petite question pour toi. Comment tu. J'envisage la suite. Ouais, c'est quoi la suite? Moi, la suite, en vrai, là, ce que je veux, c'est continuer de développer donc Atlas Stratégie. De toute façon, on vous mettra tous les liens en description. On vous mettra le lien de Compose. Comme ça, vous pourrez voir à la fois les produits de Benoît et également la qualité de mes sites web. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Il va prendre une com sur mes ventes, sur mon site. On va, Pas mais- les cons passer en direct. Attends, bien sûr, bien sûr. Mais l'objectif, non, pour moi, demain, là, maintenant, c'est vraiment continuer de faire monter Atlas, donc Atlas Stratégie, donc, qui est la boîte de marketing, du coup, que je suis en train de développer. Faire ça à fond, me mettre du récurrent, et puis comment j'imagine la suite, après, c'est commencer à déléguer, continuer, tu vois, à faire un peu ce qu'on fait là, c'est-à-dire YouTube, Ok. se créer de l'acquisition, les réseaux, et mettre en place des récurrents, en fait, tu vois, genre, moi, mon objectif de vie, à terme, tu vois, genre, quand j'aurai peut-être, je sais pas, moi, 50 balais, Ouais. c'est 50 000 euros par mois. Tu vois. Ah bah voilà, ça aurait été 60 ans, c'était 60 000. C'était 60 000. Ok. Mais tu vois, 50 balais, 50 000 balles par mois, t'es tranquille. Tu Ouais. fais n'importe quoi. Tu vois. Genre, moi, ce que je veux, c'est zéro limite. En fait, l'argent, je le vois que pour un truc, c'est le zéro limite. Tu vois. Si je m'en branle, j'ai envie d'aller au casino, je mets 15 000 sur le rouge, je le fais. Tu vois. Et ben, c'est ça mon goal life. Tu vois. C'est être dans le truc où, je sais pas, je plante une bagnole, bah, j'en rachète une autre. Ok. Tu vois, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, bah, j'achète un billet, tu vois. Et je loupe l'avion, j'arrive à l'aéroport, bah, c'est pas grave, je repaye le billet. 2 fois plus cher, mais c'est pas grave. Tu vois, je veux plus que l'argent soit un problème, en fait. Ok. Donc, c'est un peu mon goal life, tu vois. Et je pense qu'en fait, ça, il y a 2 trucs. C'est là, ce que je suis en train de faire avec Atlas, c'est bien pour avoir une vraie bonne structure de base et un vrai récurrent et quelque chose de très solide et de très carré, tu vois. Ok. Mais je pense fondamentalement que là où tu fais le gros argent, c'est sur le volume. Et donc, c'est sur la notoriété, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Ça une prend du audience, temps, ouais. tu vois. Quand tu as une grosse audience, tu peux monétiser ton audience. Et en fait, c'est ce que je fais. Tu vois, j'accompagne aussi des infopreneurs et je vois l'oseille qu'ils font, tu vois. Et ouais, c'est bien, tu vois. Genre, dès que tu as... Un exemple, j'avais accompagné un client qui avait 200 000 abonnés sur Insta. Du coup, je lui crée tout son tunnel de vente webinaire. Et en 72 heures, il avait fait 16 000 euros. Et ça a pris 1h30 de son temps. Ok. Moi, c'est ça que je veux. Tu vois, c'est... Ouais. Et donc, c'est un peu le point. Donc, ouais, je vais partir là-dessus, continuer, développer beaucoup de vidéos, donner des conseils, continuer de créer. Ouais, voilà, moi, c'est ça. Là. J'aime bien en ce moment ce que je fais. Tu vois, puis la liberté, un peu le digital, de pouvoir faire ça depuis mon ordi et tout, ça me plaît. Donc, voilà. Ok. Et toi, alors? Et toi, mon coquin. Et toi, alors? Ben moi, 2 choses. Déjà, le bar, pour être transparent, il reste 2 ans de remboursement de prêt. Parce qu'en général, c'est 7 ans. Donc, ça fait 5. Là, il en reste 2. On va voir sur les années à venir, là, sur l'année prochaine, comment ça tourne. Je pense que ça vaut le coup de continuer encore 2 ans. Parce qu'en vrai,
dans 2 ans, remboursement de prêt. Enfin, il y a plein de choses. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais en gros, dans 2 ans, c'est 3 000 € en moins de charges. Donc 3 000 € en moins de charges, c'est bien. Ouais. Donc ça vaut le coup. Et puis après, ça fait un petit pied-à-terre aussi, tu vois, d'avoir une petite rente aussi, peut-être, tu vois, de mettre peut-être quelqu'un en gérance, etc. Donc il y a ça. Et puis après, Compose, c'est de faire décoller à mort. En fait, le Carlet a toujours été, dans ma vision des choses, un tremplin, tu vois. Ça m'apporte énormément. Ça m'apporte sur les rencontres que je fais, d'être aussi à la page de ce qui se fait dans le monde du bar, du cocktail, des alcools, etc. Et puis le relationnel. Le relationnel est dingue. Donc, je pense que ça vaut le coup de le garder. Et voilà. Et Compose, c'est de continuer de développer. Je te dis, ma vision maintenant avec Printemps et Torchon à Carreau, en fait, tu te rends compte que il y a du potentiel. Parce que quand des marques comme ça te prennent le produit et te disent, on a bien vendu, c'était cool. Et puis, non, mais c'est vrai, c'est à l'image de notre tu vois, notre éthique, notre enseigne et tout. J'ai dit, putain, c'est pas mal, quoi. Le truc, je l'ai pondu dans mon jardin. L'histoire pendant le Covid, tu vois. Donc, tu dis, bon, ok, ça vaut peut-être le coup de continuer quand même. Donc, c'est de continuer de développer Coffret. Et après, Compose, je ne vends pas l'ours avant d'avoir tué, mais il y a aussi autre chose, un autre développement que j'aurai sur Compose. Voilà. Mais c'est de continuer. C'est beau. Voilà. Je t'aime, bordel. Moi aussi, je t'aime ma poule. On est bon ? On est bon, ouais. Bah écoutez, messieurs, dames, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, parce que c'est vrai que j'imagine qu'elle sera longue. Il y a la moitié qui doit dormir. Hein. Il y a la moitié qui doit dormir, mais bon, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, bravo et merci. Il y aura tous les liens en description. Et moi, mettez-nous en commentaire tout ce que vous voulez qu'on aborde comme sujet. Pour les prochaines vidéos, on invitera à chaque fois quelqu'un à partir de maintenant. Puis là, ça a été un premier jet. Et puis pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, putain les gars, vous êtes des seigneurs. Quoi. Donc abonnez-vous, vous êtes magnifiques. Il en reste 2. Il en reste 2. Non mais j'ai hâte de recevoir des gens. Ouais, moi aussi. Ça vraiment. De poser des questions sur d'autres activités aussi. Parce que nous, on se connaît. Ouais. Mais n'empêche que j'ai appris beaucoup de choses sur toi. T'es un petit salaud, je vais te dire. T'es un petit salaud. Un mot de fin ? Eh ben écoute, un mot de fin, non, hâte que ça continue, c'était un beau moment. Ouais, c'est cool. Ouais, c'était sympa. Cool. Franchement, c'était super. Belle expérience, première et pas la dernière. Ouais, pas la dernière, mon pote, on va se faire ça souvent, c'est bien. T'as fini ta bière, je vais peut-être te resservir une petite douceur. Petite douceur. Ça m'étonnerait quand même qu'on s'en resserre pas une quand même. Bah écoutez, messieurs, dames, merci, à bientôt. Et puis bah écoutez, continuez d'entreprendre sans pression. Oui. Surtout. C'est ça. Ciao.